Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Chaotique pour les interviews, lève-toi. Et aujourd'hui, mon invité est monsieur Éric Ciotti. Le vent murmure des vérités sous les branches pliées, fatiguées. Ils veulent que je vende mon âme. Quoi qu'il en soit, je reste fils de Marianne. Monsieur Ciotti, vous allez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Très heureux d'être avec vous. Ben, en tout cas, alors l'accueil est fabuleux. Est-ce que vous me permettez de vous appeler Éric? Bien sûr. Et moi, KO. Merci, c'est ça. Éric, finale du PSG, des policiers, des pompiers frappés, des voitures cramées, des vitrines brisées et des décisions de justice incomprises par bon nombre de Français. Alors ma première question, c'est celle-ci. Que pensez-vous des décisions de justice actuelles? D'abord, ces images, elles ont été extrêmement choquantes. Et c'était pas tellement les images habituelles dont on a hélas trop l'habitude maintenant à chaque événement, qu'il soit festif, qu'il soit revendicatif, que ça soit une manifestation, que ça soit une victoire que l'on célèbre. Il y a après ces dégradations, il y a ces violences, ce qui devient insupportable. Mais là, on a franchi un degré encore plus élevé. Il y a eu des personnes qui ont été agressées à leur domicile. Moi, j'ai eu des témoignages. Il y a des pilleurs qui sont rentrés dans des immeubles, qui ont brûlé des voitures dans des cours, qui ont, la presse vient d'en faire état, hein, c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, de cambriolage, de homejacking. Il y a des gens qui ont été blessés à l'intérieur au profit de ces pseudo-manifestations. Donc, on est quelquefois, et de façon malheureusement de plus en plus répétitive, face à des actes que je qualifie des actes de barbarie. Parce que aller agresser quelqu'un chez lui, le violenter, pour cambrioler et en prenant prétexte un événement heureux, une victoire, une belle victoire qui nous a tous donné de la joie, c'est naturellement, ça nous interpelle tous, ça nous choque, ça nous révolte. Moi, ça me révolte. Et est-ce que la réponse judiciaire, elle est à la hauteur? Non, très clairement. Alors, on ne peut pas avoir une réponse collective. La justice, elle est individualisée, bien sûr. C'est une réponse pour chacun, en fonction des faits qui ont été commis, en fonction de la personnalité de la personne qui est reconnue coupable d'avoir commis ces faits. Donc, on ne peut pas avoir une justice collective. Mais aujourd'hui, oui, j'ai le sentiment que la réponse pénale a été trop faible. Moi, je crois à l'exemplarité dissuasive de la sanction. Il faut réhabiliter la sanction comme moyen de prévention. La sanction dans une société et ce qui est son aboutissement ultime qui est la prison, elle a plusieurs fonctions. C'est la punition. On punit quelqu'un qui mérite d'être puni. On veut qu'il porte réparation à la victime. Tout à fait. Et on veut qu'il évite de refaire la même chose. Là, quand la sanction est trop faible, ça veut dire qu'il n'y a pas de punition et que quelque part, il n'y a pas de réparation et il n'y a pas de prévention de la récidive parce que la sanction ne faisant pas peur, ça incite peut-être celui qui l'a déjà commise, mais du moins, les autres aussi. Ça fait pas peur. Et ça fait pas peur. Exactement. Donc moi, je crois à... Allez, on disait un peu la peur du gendarme avant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette peur et on a des gens qui sont devenus sans limite. Ils n'ont plus de repères et ils portent atteinte à toute une communauté. Parce que derrière, on dit ce sont les jeunes. Derrière, on dit ce sont les populations des banlieues. Derrière, on dit ce sont les populations étrangères, même maghrébines. Moi, vous savez, je suis maghrébin. Je sais. Voilà, et ce que je dis, et je le dis haut et fort, parce qu'en fait, on est des millions à le dire, sauf que du coup, on a été un peu la communauté silencieuse. Mais à cette minorité-là qui a commis ces faits-là, je ne dis pas que ce soit une majorité, mais force est de constater que lorsque nous regardons la télévision, les informations, mais qu'est-ce qu'on voit?
Et le souci, c'est que ça se répercute sur notre communauté. Le fameux Kikaspé de monsieur Gabriel Attal, encore un plan com, on en est très loin. Parce qu'à savoir que tout ce qui s'est passé à Paris, c'est là les gens qui nous regardent à la télé qui vont devoir payer. Et d'ailleurs, après on en parlera aussi, mais les détentions quand même, c'est les Français qui payent. Et je crois que vous êtes un peu comme moi, de prendre exemple sur le Danemark, à faire payer les détenus eux-mêmes leur hébergement en détention, à l'heure où nos retraités paient eux-mêmes leur EHPAD. Et leur forfait hospitalier. Voilà, donc et tous les Français paient leur forfait hospitalier. C'est ça. Si malheureusement ils doivent aller à l'hôpital, et les détenus, monsieur Mohamed Amra, qui est multimillionnaire, qui a tenté de corrompre les policiers qui l'ont arrêté. C'est les Français qui paient la détention. Avec plusieurs millions d'euros, lui, c'est la société qui va payer la détention de monsieur Amra et les menaces qu'il fait peser sur ses gardiens d'ailleurs. Hein, donc sa libération a conduit à l'assassinat de deux agents pénitentiaires. Donc je prends cet exemple, il est sans doute ultime, mais lui, c'est la société qui paye la détention de monsieur Amra, qui est sans doute multimillionnaire, mais bien sûr. Et dans lequel on doit aller chercher bien sûr réparation. Mais ça c'est l'exemple au sommet. Mais pour ce que cette soirée du PSG, je dis, moi je crois à l'exemplarité de la sanction. Et là, depuis trop longtemps, on a relâché. Si ceux qui cassent, vous parliez de qui casse, répare, la phrase... c'est monsieur Gabriel Attal. Mais tout ça, ce sont des slogans de com. Et les Français en ont marre. Effectivement. Des slogans de com, parce que ça marche jamais. On répare pas une société avec les blessures, avec les traumatismes, avec les défaillances qu'elle subit aujourd'hui, avec la violence qui la gangrène, avec des slogans. On la répare avec du courage. On redresse la situation avec du courage, avec politique. De la volonté, pas avec des slogans de com. Les slogans de com, si ça avait jamais réglé quelque chose, non, les slogans de com, ça oriente, mais ça détourne du vrai chemin. Voilà, c'est ça. Oui. Quand on fait de la com, on fait pas de l'action. Et aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, ils ne font plus d'action, ils n'agissent plus, ils ne font que communiquer. Quels que soient les partis d'ailleurs, hein, c'est une dérive généralisée. La communication a aujourd'hui pris le pouvoir au détriment de l'action. On regarde plus loin, on ne sait pas quel avenir on veut donner à notre jeunesse, quel sens on veut donner à notre nation. C'est quoi la France? Cette jeunesse, est-ce qu'elle sait ce qu'est la France? Est-ce qu'elle sait qu'elle est l'héritière d'une nation? Il n'y a plus de repères. Qu'il y a un imaginaire, qu'il y a un destin collectif. Il n'y a plus de repères. Non, il n'y a plus de repères. Le repère, c'est les réseaux, c'est l'immédiateté, c'est le quotidien. Donc, il faut redonner un sens aussi. Et pour donner un sens, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait des repères, il faut qu'il y ait des interdits. Et quand on franchit l'interdit, il y a sanction. Vous imaginez quand même que j'ai la chance de voyager par rapport à la musique, mais dans tous les pays dans lesquels je vais, que ce soit en Afrique, aux États-Unis ou autre, mais jamais de la vie on viendrait à toucher un policier ou un pompier. En France aujourd'hui, on peut facilement, s'en prendre au symbole de la République et terminer avec du sursis ou une amende. Ce qui me frappe, c'est que les policiers qui sont extraordinaires, auxquels je veux rendre hommage, parce qu'ils sont très courageux et ils sont en première ligne contre toutes les violences, toutes les menaces, y compris la menace terroriste, les agressions, les refus d'obtempérer. Donc les policiers, ils forment une digue, ils érigent une digue contre la violence. Et ils nous protègent. Ils protègent la société, ils protègent les citoyens. Mais ils font l'objet d'attaques souvent très politiques. On parle quelquefois de violence policière. Oui, clairement. J'ai toujours récusé ce terme parce que, d'abord, de par la loi, les policiers ils disposent de ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire usage de la force pour faire respecter le droit et la justice et faire respecter le plus faible par rapport à la loi du plus fort. Donc, vous avez entendu comme moi ce procès, ces attaques de partis d'extrême gauche contre les violences policières. Mais quand on attaque un pompier, est-ce qu'il y a des violences des pompiers?
Voilà, donc ça veut bien dire, quand on attaque un pompier, qu'on est complètement, aujourd'hui, dégénéré, je le dis, dégénéré, décérébré. Parce qu'un pompier, c'est quelqu'un qui vient sauver une vie, comme un policier d'ailleurs. Comme un policier. Comme un policier, mais dans le raisonnement. Alors ceux qui excusent ces violences, ça, je l'ai entendu. Ceux qui tentent d'excuser l'inexcusable disent oui, mais de l'autre côté, les policiers. Mais alors, si ce raisonnement vaut, il vaut pour les pompiers. Les pompiers, ils commettent quelle violence? Ça, je l'ai entendu. Donc, ça veut dire que la violence, elle est gratuite. Oui. Elle ne trouve aucune cause, aucune justification. On ne peut trouver aucune justification. Donc, on doit condamner ceux qui portent atteinte à un uniforme de la République avec la plus grande fermeté. Vous savez, je suis président d'un groupe à l'Assemblée nationale et on a ce qu'on appelle des journées d'initiative parlementaire la semaine dernière. Il y avait 2 textes qui nous concernent. Un qui vise à mettre des peines minimales pour ceux qui agressent un policier, un gendarme, un pompier, un agent pénitentiaire. Et il y en a un autre, on vient d'en parler, qui impose de payer une participation des détenus à leurs frais de détention pour les responsabiliser aussi. Parce que quand on est puni, il doit y avoir une sanction. Alors, déjà, quelle est la peine minimale? Parce que, excusez-moi, mais moi, demain, si, je sais pas, je connais pas mon avenir. Si demain, je vous le dis, je débarque en politique, mais tu touches à un policier ou tu touches à un pompier, c'est 2 ans ferme dans une cellule sans PlayStation 5, sans cheat, sans bœuf et sans tout ça. Parce que pareil, on va en parler après. Des fois, honnêtement, il y a des vidéos qui tournent sur TikTok. Qui sont insupportables. Excusez-moi, en France, mais aller au bled, là-bas, en Algérie, même aller aux États-Unis, la prison, c'est la prison. En France, quand même, on voit des vidéos sur lesquelles les Français que nous sommes, on comprend pas. Ouais. Et donc, pour moi, tu touches à un policier, tu touches à un pompier, tu prends 2 ans ferme. Tu as droit seulement au sport et à l'éducation. Alors, quelle est la peine minimale, par exemple, que vous défendez à l'Assemblée nationale? Moi, je pense que une agression contre un policier, alors c'est aujourd'hui 10 ans de prison, maxi. Voilà. Sur les textes de loi. Si c'est un délit, hein, oui. C'est un délit. Quand on passe à un crime, c'est au-dessus de 10 ans. Les délits, avec des circonstances aggravantes, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Moi, je dis, comme vous, que tu touches un uniforme de la République, le soir même, tu dois... Ah, mais oui, mais bien sûr. Systématiquement. Mais bien sûr. On cherche pas à comprendre. Et après, voilà, détention provisoire, tu dors en prison le soir même, et après un jugement, et il faut qu'il y ait des peines très, très, très lourdes, parce qu'il faut protéger ceux qui nous protègent. Bien sûr. Il faut protéger ceux qui nous protègent, autrement plus rien ne tient. S'il n'y a plus de policiers, s'il n'y a plus de pompiers, s'il n'y a plus d'agents pénitentiaires, c'est la loi des bandes, c'est la loi du plus fort, c'est la tribu, c'est celui qui est le plus fort qui va prendre possession d'un quartier, d'un territoire. Donc le policier, il protège le plus faible de cette loi du plus fort, cette loi de la violence. Donc lui, il doit être intouchable. Et quand il est en première ligne, quand on s'attaque à lui, on s'attaque à la société, plus rien ne peut tenir derrière. Et où en est ce texte de loi? Ce que je vous dis, donc j'ai pas mal étudié par rapport à ça. Et effectivement, moi, ce que je vois au Danemark, c'est très bien que les détenus paient leurs frais de détention. Vous venez d'évoquer donc une partie de leurs frais. Bon, moi personnellement, je fais payer 100%. Vous, la partie, vous la mesurez comment? Combien de pourcents? Parce qu'il faut savoir qu'au minima, c'est 105 € par jour, et un bracelet électronique, il me semble que c'est 10 € par jour, d'ailleurs, toujours payé par la société. Même un peu plus. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la plupart des détenus sont insolvables, donc on pourrait pas arriver à les faire payer. Mais d'abord, c'est pas vrai pour tout le monde. Et puis il y en a qui ont du patrimoine et on doit aller chercher cet argent. Donc on a dit à minima, il y a plusieurs exemples dans certains pays. Voilà, moi je suis totalement favorable à ce que ceux qui ont commis des gros délits, ou a fortiori des crimes en bande organisée, et qui ont du patrimoine, qui ont des moyens, qui ont des revenus, eux ou leurs proches, eh bien, on aille prélever jusqu'au dernier centime pour payer, pour faire en sorte qu'il y ait réparation. Ben oui, mais je vous dis, moi je pars du principe où nos grands-parents paient leur EHPAD, donc je comprends pas pourquoi, en fait, au-delà de la question du paiement des jours de détention, qui est important, j'ai la faiblesse de croire qu'aujourd'hui, une des sanctions les plus dissuasives, c'est de taper au portefeuille. Mais c'est la sanction la plus dissuasive. Il y a des gens qui ont intégré le passage en prison. Beaucoup de trafiquants, tout ça, ils savent qu'ils vont passer en prison
Et d'ailleurs, ils organisent souvent leur trafic depuis la prison. En revanche, si on leur enlève tout ce qu'ils ont, les villas, les appartements, les voitures, là, ça peut changer la donne. Honnêtement, Eric, entre vous et moi, vous trouvez ça normal, vous vous retrouvez en tôle, en prison avec des téléphones portables, vous l'avez dit. Ils organisent du coup leur trafic en prison. On le sait tous. Alors on fait quoi? La France a été épinglée en 2020-2022 par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la surpopulation carcérale et autres. Ma question elle est claire. Est-ce qu'aujourd'hui, et je le sais, vous le savez, tout le monde le sait, est-ce qu'aujourd'hui on laisse faire ce qui se passe en prison parce que du coup surpopulation carcérale? Oui, c'est une forme de lâcheté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pour pas qu'il y ait de l'agitation supplémentaire dans les prisons. Donc ça n'est absolument pas normal parce que c'est une menace pour la société parce que avec ces téléphones, beaucoup de trafics sont organisés. C'est la réalité. Il y a des trafics et il y a aussi pas mal d'agressions sur des agents de la pénitentiaire. On a pu le voir il y a environ un mois et demi, dans lequel des agents de la pénitentiaire du coup se retrouvent avec les voitures brûlées ou autre. C'est-à-dire que demain, moi je pense qu'honnêtement, à l'heure où on va en France, les agents de la pénitentiaire demain vont devoir travailler avec des cagoules pour du coup protéger leur vie privée. Et je n'arrive pas à concevoir comment on peut aller en prison et se retrouver avec des cellules comme on voit, avec des vidéos sur TikTok et autres, parce que ces mêmes vidéos qui permettent à faire des vidéos pour les réseaux sociaux, eh ben on peut, oui, commanditer des meurtres, commanditer des attaques et tenir des points de deal. J'ai du mal à concevoir que certains ministres ou le président de la République, à certains moments, tapent pas du poing sur la table. Parce que comment voulez-vous que du coup, ces bandits ou ces délinquants aient peur, d'entre parenthèses, de la punition aujourd'hui? La prison ne fait pas peur, c'est comme tabasser un flic, c'est comme tabasser un pompier. Ouais, aujourd'hui, on est arrivé à un point où rien ne fait peur. Et d'ailleurs, une nouvelle question. Alors, nous faisons cette interview, nous sommes le 3 juillet. Eric, dans 11 jours, notre fête nationale, le 14 juillet. Moi, je vous le dis, et je le dis là face caméra, nous sommes le 3 juillet. Le 14 juillet, pour moi, je suis quasi sûr et certain que ce sera exactement pareil que la fête de la musique et que la finale du Paris Saint-Germain. Partagez-vous cette vision avec moi. Parce que pour l'instant, moi, je ne vois rien avancer. Je ne sais pas si ça sera pire, mais ça sera semblable. Je le disais tout à l'heure au début de notre entretien, chaque événement, qu'il soit heureux, malheureux, que ça soit une manifestation qui aujourd'hui est contaminée par ceux qui viennent volontairement faire dégénérer la manifestation, que ce soit un événement festif, que l'on célèbre une victoire, ou même que l'on connaisse une défaite, ça je parle du foot notamment, tout est prétexte pour casser, pour piller, pour voler, pour agresser, pour brûler. Donc il y a, on le sait, il y a un risque important le 14 juillet, comme il y en a le 31 décembre, dans des moments qui doivent être des moments de fête, la fête nationale, de joie, eh bien, il y a de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment, il y a ces événements insupportables et qui devraient mobiliser la communauté nationale. C'est pour ça que je vous remercie parce que je suis admiratif de ce que vous faites, de vous lever, de ce mouvement, lève-toi, vous vous levez pour dire stop. C'est pas facile. Vous seriez plus peinard avec votre rap, voilà. Ce que vous faites, ça vous vaut des attaques, ça vous vaut des critiques, ça vous vaut des caricatures, mais c'est une voix qui est importante aussi parce que là où vous avez raison, il faut pas que tout le monde soit mis dans le même sac. Encore une fois, toute la jeunesse, tous les habitants des de certains quartiers, tous les jeunes ou les moins jeunes issus de l'immigration, français d'origine étrangère, c'est pas leur comportement systématique. Tout à fait. C'est des brebis galeuses qui contaminent tout le monde. Et ça, c'est eux qu'il faut aujourd'hui trouver, identifier, isoler, punir, isoler. Et alors par rapport à ça, j'ai une question. Moi, honnêtement, je suis pour remettre le service militaire obligatoire. C'est quelque chose que j'ai chiffré, une proposition que je suis prêt à porter. À l'heure où le SNU voulu par Monsieur le Président de la République dès 2017 est mis en place dès 2019 du coup par Gabriel Attal, aujourd'hui donc s'apprête à être généralisé pour 800 000 gamins. Tout le monde parle d'une simple colonie, une colonie quand même qui va toucher 800 000 gosses
et qui va nous coûter 6 milliards d'euros. Sur les recherches qui ont été faites, si demain nous remettons en place le service militaire obligatoire pour les jeunes hommes âgés de 18 à 25 ans, approximativement, on se retrouve avec 7,4 milliards d'euros. Moi, personnellement, je préfère rajouter 1,4 milliard d'euros, mais qui sera un réel investissement pour l'avenir, un cadre strict, une réelle mixité et surtout un avenir pour la France dans lequel on se retrouve tous ensemble, le musulman, le juif, le catholique, on peut passer le permis et puis une certaine droiture. J'ai fait ces référendums dans la rue, dans les quartiers et autres. Quasiment tout le monde, à 98%, m'a dit « on est chaud, c'est ce qu'il nous faut ». Alors vous, président de l'UDR, vous pensez quoi si demain, on retravaille sur ce projet? Il faut le retravailler. Aujourd'hui, la vérité, parce que je suis responsable, me conduit à dire que nos armées n'ont plus la capacité à encadrer toute une classe d'âge. Vous évoquiez autour de 800 000 jeunes. 800 000, c'est le SNU. Le service militaire, on serait sur 300 000 jeunes par an, de 18 à 25 ans. Si vous prenez que les jeunes hommes. Jeunes hommes. Pourquoi ne pas mobiliser les jeunes filles aussi? Non, pour une question financière, parce qu'on a une dette de 3,345 milliards et ça nous coûte 15 milliards d'euros. Pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord. On a beaucoup désarmé nos forces militaires et on a cédé des casernes. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile à remettre en place. Mais il faut qu'il y ait un temps consacré à la nation et plus il y aura d'encadrement militaire ou de type militaire. Ça peut être avec des retraités de l'armée, par exemple. Oui, moi, j'avais fait voter une loi en 2011 qui permettait de placer les mineurs délinquants dans ce qu'on appelle les EPID, des établissements d'insertion de la défense nationale. Il y avait une dizaine de centres en France, c'est trop peu, mais on permettait de placer, pour des condamnations de 2-3 mois, une centaine de jeunes. On avait ouvert 100 places, ce qui permettait dans une année de faire passer plusieurs centaines de mineurs délinquants. Le gouvernement socialiste a arrêté ce dispositif. Et il s'appelait d'ailleurs le service citoyen pour mineurs délinquants. Donc cette notion de service pour la nation, elle est importante. Oui. Et ça ressemblait à des centres éducatifs fermés? Et ça devait une durée de combien de temps approximativement? Selon la condamnation décidée par le tribunal, ça pouvait être quelques mois, autour de quelques mois. C'est rare que ça soit plusieurs années, une condamnation pour les mineurs. Si c'est plusieurs années, c'est dans des établissements, ça veut dire qu'un crime souvent a été commis, donc c'est dans des établissements pénitentiaires. C'est mieux qu'un centre éducatif fermé, parce que dans le centre éducatif fermé, ce sont des éducateurs, et dans ces EPID, c'était des anciens militaires. Donc il y a vraiment une certaine droiture. J'ai plus confiance dans ce cadre un peu strict qui leur était donné. Je voulais revenir par rapport au 14 juillet, et je voulais surtout parler au papa. Eric, le papa. Vous avez combien d'enfants? 3 filles. 3 filles. Demain, vos filles vous disent, allez papa, ce soir on bouge, c'est le 14 juillet, on va faire la fête dehors. Est-ce que vous auriez peur? Concrètement, vraiment? Oui, bien sûr, mais j'ai peur tous les jours pour mes filles. Vous trouvez ça normal d'avoir peur en France? Tous les jours, mais c'est insupportable. J'aurais peur le 14 juillet, mais j'ai peur tous les jours quand ma fille est dehors le soir ou même la journée. Je suis pas rassuré parce que il y a de plus en plus de violence. On voit ce qui se passe dans le cœur de Nice, le samedi soir, le vendredi soir, dans le Vieux-Nice, avenue Jean Médecin, qui peut dire que une femme seule peut sortir en liberté, une jeune fille peut sortir sereinement, tranquillement, sans crainte d'être agressée. C'est plus possible. Et ça, c'est pour moi un combat permanent. Je trouve que c'est triste. L'ensemble de mes invités à qui je pose cette question-là, tout le monde résume cette même peur, alors que nous vivons dans un des plus beaux pays du monde. C'est ça que je trouve ça dingue. C'est pour ça un peu d'ailleurs que je me suis levé. C'est parce que je peux plus accepter ça. D'ailleurs, vous pensez quoi du mouvement Lève-toi? C'est un mouvement magnifique que je salue, que je veux soutenir parce que c'est un mouvement spontané, c'est un mouvement qui vient de la société, qui vient du cœur, c'est un cri de colère et c'est aussi un cri d'espérance parce que on dit stop à ce qui se passe et on dit on veut autre chose. On peut pas se résoudre à avoir peur, on peut pas se résoudre à ce que la violence gagne de plus en plus de terrain. En 10 ans, le nombre de coups et blessures volontaires par jour, on est à 1000 par jour en moyenne, a quasiment doublé.
En 10 ans, le nombre d'homicides et de tentatives d'homicide a doublé. Voilà, donc on est dans une société plus violente, de plus en plus violente. Le taux de criminalité aujourd'hui, en France, est plus élevé qu'en Albanie. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est énorme. On est un des pays d'Europe les plus violents, à part dans certains pays, notamment les pays baltes, je crois, ou qui sont supérieurs à nous. Enfin, on a des taux de criminalité qui dépassent l'entendement. Et c'était pas le cas il y a 10-20 ans. Donc, on a laissé déraper les choses, et il faut bien le dire, ceux qui ont la responsabilité de ça. Moi, je suis engagé politiquement, je suis pas neutre. Hein. Vous êtes un rappeur, vous êtes un artiste, vous êtes, je sais pas ce que vous pensez, ce que vous votez politiquement, vous êtes citoyen de la France, vous êtes en colère et vous voulez donner votre notoriété au pays pour que ça aille mieux. Oui. Moi, je considère que pour que le pays aille mieux, il faut que mes idées soient appliquées. C'est mon rôle, je suis élu. Donc, il y en a qui ne partagent pas mes idées, mais moi, je considère que mes idées, elles doivent être appliquées, celles notamment d'autorité, pour remettre de l'ordre. Mais après, je considère qu'il y a des idées qui sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on a décrié, dénoncé l'autorité, on a aboli les interdits, on a donné à la jeunesse le sentiment qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, on a laissé propager le trafic de drogue, on l'a banalisé, quelquefois valorisé, même médiatiquement, c'était à la mode de fumer ou de dealer, voilà, donc y en a qui portent une lourde responsabilité politique dans ce qui se passe. Effectivement, c'est vrai que dans ce que vous avez dit, ça m'a fait penser un peu à Mickaël Paty. J'ai eu la chance d'interviewer, la vidéo d'ailleurs sortira le 9 juillet. Et on parlait d'un truc qui était le fameux pas de vague. Parce que c'est vrai que le fait de ne rien dire, pour moi, le pas de vague, vous savez ce que c'est on va retenir les coups, les blessures, la peine, la tristesse. Mais sauf qu'un jour, ça lâche. Et le pas de vague se transforme en tsunami. Mais bien sûr. Et j'ai l'impression que certains, moi, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec certains ministres. Moi, je souvent échangé avec Mickaël Paty. Elle est extraordinairement courageuse. Puis elle aussi, elle a fait d'un drame personnel la perte terrifiante de son frère, un combat collectif. Et c'est tout à son honneur et je la salue. Mais elle dénonce avec une extraordinaire lucidité, beaucoup de courage. Ce pas de vague qu'on a connu dans l'éducation nationale, et qui banalise la montée du communautarisme islamiste, qui laisse l'entrisme des frères musulmans se propager dans des rouages essentiels de la société. Donc c'est une lâcheté, là aussi, de ceux qui nous gouvernent, qui ont laissé ces mots MAUX se développer dans notre société, et notamment au cœur de l'école, qui devrait être protégé, préservé de toute violence. Et alors, on se rapproche de la fin, mais par rapport à ça, vous savez, j'ai un peu regardé des chiffres. Est-ce que vous arrivez à m'expliquer le fait que dans les Alpes-Maritimes, nous avons uniquement un seul établissement qui est une école, je crois maternelle, à Cap-d'Aille, qui porte le nom de Samuel Paty. Comment ça se fait qu'on n'a pas de collège ou de lycée qui porte le nom de Samuel Paty? Comment ça se fait qu'en France entière, nous avons 12 établissements seulement qui portent le nom de Samuel Paty? C'est-à-dire qu'à un certain moment, si moi j'étais une société qui voulant nous lever, montrons l'exemple. J'étais à l'inauguration de l'école de Cap-d'Aille, ça a été la première en France à porter en 2021. A porté le nom de Samuel Paty. C'est à l'initiative du maire de Cap-d'Aille, qui est aussi premier vice-président du département des Alpes-Maritimes, Xavier Beck, qui est un ami. Je l'ai beaucoup soutenu dans cette démarche. Ce qui m'a choqué, c'est que le jour de l'inauguration de cette école, l'éducation nationale a refusé de reconnaître ce nom. Il n'y avait aucun représentant de l'État qui était présent. Non, l'école officiellement, elle s'appelle pas Samuel Paty. Au début, c'est l'ancienne, c'est l'école, je sais pas voilà. Donc c'est lui qui a eu ce courage. On a fait ça presque en catimini. Donc moi, j'ai voulu qu'il y ait un collège qui porte le nom aussi d'un véritable héros républicain. C'est le colonel Arnaud Beltrame. Oui, tout à fait. Il y a un collège qui a été fait par le département, et j'ai voulu qu'il porte le nom d'Arnaud Beltrame. Et alors? Il a fallu convaincre les parents aussi, parce que c'était pas évident. C'était pas évident parce que ça, c'est les parents, il y a toujours une inquiétude aussi de dire, et ça veut dire que quelque part, ceux qui
qui portent ces idées tellement dangereuses gagnent du terrain et ils imposent leur peur. Parce que les parents, ils se disent, mais est-ce que cette école... Est-ce qu'il va y avoir une répercussion chez est-ce que les élèves, ce collège le corps enseignant ne vont pas être une cible? Ils avaient la peur pour leur enfance. Je peux comprendre d'ailleurs, parce que l'enfance, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, ils se sont dit, oui, mais est-ce que ça veut porter ce nom? Et ça veut dire que quand on en est là, on est déjà dans une forme de démission par rapport à ceux qui nous attaquent. Ben oui. Et voilà, en tout cas, dans les Alpes-Maritimes, on a une école Samuel Paty et on a un collège Arnaud Beltrame. Voilà. Mais j'aimerais qu'il y en ait beaucoup d'autres. Mais par contre, je suis quand même choqué d'apprendre en interview comme ça que l'école de Cap d'Aille n'est pas reconnue. Au début, donc maintenant, en 2025, là, vous me rassurez, elle est reconnue par l'éducation nationale. Je le crois, ça a évolué, oui, oui. Mais le jour de l'inauguration, il n'y avait aucun représentant de l'éducation nationale. Je trouve que c'est dingue, en fait, ça entre comme ça, parce que du coup, ça veut dire qu'encore une fois, la peur nous noie dans le silence. Et à un certain moment, c'est aussi pour ça le mouvement Lève-toi, c'est qu'à un certain moment, eh ben, il y a des choses, il va falloir les mettre sur la table, parce qu'aujourd'hui, la France ne les accepte plus, les Français n'acceptent plus ça, donc maintenant, il faut en parler. J'ai une dernière question, et après, ça sera la minute libre, Eric. Vous vous en doutez bien. Voilà, j'avais vraiment envie de vous la poser. 2026. Alors, il y a quoi en 2026? Il y a des élections municipales. Alors, vous y allez ou vous y allez pas? Vous avez le droit de ne pas répondre. Moi, c'est carte blanche, je suis tranquille. Vous voulez pas répondre, vous ne répondez pas, vous voulez répondre, vous répondez. J'ai porté dans cette interview, dont je vous remercie, des valeurs de courage, d'abnégation, de volontarisme politique. Je pense qu'en politique, on a besoin de courage, il faut dénoncer la lâcheté. Donc, je ne fuirai pas mes responsabilités lors de ces élections municipales. Après, le moment n'est pas encore totalement venu pour dire totalement clairement les choses. Mais allez, je peux vous dire que je ne fuirai pas mes responsabilités. Il y a un pied sur le ring. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vous remercie parce que vous avez joué le jeu, vous avez accepté l'invitation et très spontanément, comme tous mes invités. Donc, ça me touche quand même particulièrement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. Et ce qu'on va faire, donc du coup, moi, en général, si vous voulez, Eric, je termine toujours mes interviews avec une minute libre. C'est-à-dire que je sors mon petit chrono sur ma montre et pendant une minute, donc je vous arrêterai au bout d'une minute, vous face caméra, vous avez la parole, vous dites absolument ce que vous voulez. C'est-à-dire, voilà. Ce que vous voulez, vous prenez vos responsabilités. Si vous n'avez pas envie de parler, vous parlez pas. Si vous parlez de foot, de GC Nice, allez, c'est parti. 1, 2, 3, c'est la minute. Eric Ciotti, go. Bah, ça doit être, et je veux que ça soit une minute d'espérance. Et ce que vous faites, ce que fait KO, ça donne de l'espérance. Voilà, moi, je ne crois pas que notre pays soit terminé. J'entends les apôtres du déclin de dire que le mot fin est inscrit sur la dernière page du livre de l'histoire de France et que il est trop tard, qu'on ne peut plus rien faire. Non, on peut faire. Vous en êtes l'exemple. Moi, je crois dans la force. Il y a des talents extraordinaires dans notre pays. Il y a une jeunesse qui travaille, il y a une jeunesse qui croit, il y a une jeunesse qui se bat, qui croit en l'avenir. Et il faut simplement donner des repères à cette jeunesse. Il faut la soutenir, il faut l'encourager. Il faut aussi lui poser des interdits pour ceux qui dérivent. Il ne faut pas que ceux qui sont sortis du cadre contaminent tous les autres. Donc, je crois qu'il faut qu'on aime notre pays. Il faut que cette jeunesse ait l'amour de la France. Derrière moi, il y a ce drapeau français. C'est un idéal. Et cet idéal, il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on soit fier de la grandeur française. Il faut qu'on soit heureux de vivre ensemble. On est un peu dans une dépression collective aujourd'hui. Mais il y a de la force, il y a de l'énergie, il y a des talents, il y a de l'intelligence. Tout cela doit à nouveau faire que la France soit au top, soit au sommet. La France est un grand pays avec une magnifique histoire. Il faut qu'on connaisse cette histoire, il faut qu'on en soit fier, il faut qu'on arrête de toujours taper sur ce qu'a fait la France. Et il faut qu'on se resserre tous ensemble, qu'on serre les coudes et que l'on se batte pour notre avenir collectif. Je sais pas si j'ai dépassé la minute. Alors, voilà. Eric, entre nous, on est à une 50 pile. Ah, c'est beaucoup trop. Alors, vous avez dépassé. Mais ce qui est important dans ce genre de vidéo que je fais, c'est-à-dire que moi, je vais partout et je laisse libre parole à chaque invité. Vos mots étaient forts. Moi, en tout cas, ça me touche
d'avoir été reçu comme ça, de la sorte. Voilà, je vous cache pas, je suis très content de passer de Patrick Calment, chef de file PS, à Monsieur Ciotti, et je vais continuer à proposer ce genre de vidéos. Moi, en tout cas, Eric, Bravo. je vous fais le check. Bravo. Merci pour votre accueil. Donc, c'était KO et Monsieur Eric Ciotti pour les interviews. Lève-toi. Alors, on se lève. Allez, on continue. On se prend la lève. parole à tout le monde et prenez soin de vous. Merci. Allez, ciao l'équipe.